Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder sur la longue durée un problème, celui des territoires perdus de la République, qui est un thème à la mode depuis une vingtaine d'années et qui fait l'objet de controverses, des chaînes des passions à la moindre occasion, comme celle du drame de Nanterre, où un jeune adolescent a été abattu, d'origine musulmane, mais dont on ne sait pas s'il est pratiquant, s'il va régulièrement à la mosquée ou s'il est affilié à une association islamique suspectée. Et il a été abattu par un policier, semble-t-il un ancien militaire, qui n'a pas respecté les règles habituelles des sommations et de la neutralisation de celui qu'il pourchasse sans l'abattre. On peut neutraliser quelqu'un en tirant sur les pneus, en tirant sur les jambes, mais pas sur la tête. Donc il y a une victime et un coupable. Et ce coupable a été déclaré comme tel puisqu'il a été enfermé, avant même la fin de l'enquête, à la prison de la Santé. Mais malgré la non-implication directe de l'islam comme suspect ou comme coupable dans cette crise, les incidents qui ont suivi le drame de Nanterre ont déchaîné des commentaires qui, de fil en aiguille, ont relancé donc ces débats sur les territoires perdus de la République et sur l'islam politique et tout le discours dont on a l'habitude depuis maintenant des décennies. Et des imams, parmi ceux qui sont habitués à fréquenter l'islamologie administrative, ont mis leur grain de sel et se sont mis à aborder ce sujet le vendredi, dans leur sermon. Et ils ont contribué à islamiser une crise qui, a priori, n'a absolument rien d'islamique. Alors, pour essayer de voir clair, il faut être fondamentaliste sur le plan historique et scientifique, c'est-à-dire revenir aux fondements et aux sources des problèmes. Et il nous faut remonter jusqu'en 1983, qui est une année qui a été marquée par ce qu'on a appelé la marche pour l'égalité. Ce sont les marcheurs qui l'ont appelé ainsi. Ce sont des jeunes issus de l'immigration qui sont montés de Marseille jusqu'à Paris pour attirer l'attention sur l'ampleur des problèmes d'intégration des jeunes issus de la première immigration. Tous nés en France, beaucoup étaient français ou en voie de l'être ou qui avaient vocation à devenir français. Ils ont soulevé un problème d'essence sociale et de citoyenneté qui n'avait absolument rien à voir avec la religion. Et les marcheurs se réclamaient tantôt de Martin Luther King, tantôt de Gandhi, pour montrer le côté très pacifique de leurs revendications. Et donc ils espéraient réveiller la conscience française, comme on disait naguère, uniquement par des arguments moraux et rationnels. Mais très vite, on a décidé de parler de la marche des beurs. Ce sont les médias, la classe politique, qui ont appelé la marche pour l'égalité « marche des beurs ». Et ce n'est pas fortuit, c'est une intention délibérée de lui donner une dimension identitaire qu'elle n'avait pas.
Et on comprend ce glissement sémantique si on remonte quelques mois auparavant, l'automne 1982, la gauche venait d'arriver au pouvoir, elle a eu affaire à des grèves de longue durée dans l'automobile. Et à la rentrée de 1982, octobre-novembre, ces grèves se poursuivaient et les syndicalistes non musulmans qui étaient dans les cabinets ministériels ont été envoyés à plusieurs reprises avec des costumes 3 pièces, des attachés-caisses, et ils arrivaient au volant de R25 alors qu'ils venaient aux mobilettes 1 an et demi auparavant. C'était les camarades des syndicalistes maghrébins qui réclamaient des douches, des augmentations, des frais de transport, des revendications très syndicales qui n'avaient absolument rien à voir avec le religieux. Et comme les syndicalistes qui étaient dans le cabinet ministériel de la gauche qui venait d'arriver au pouvoir ont échoué à mettre fin à cette grève, eh bien, le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, qui était un homme très respectable, mais qui cette fois-là a cédé à des pressions, il a déclaré que ce n'était pas une grève comme les autres, puisque les grévistes étaient, selon lui, je cite, des intégristes. Et le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Gaston Defferre, a été plus loin, il a dit « ce sont des intégristes, ce sont des chiites ». Et les grévistes, quand ils ont reçu les caméras de télévision, après ces déclarations, ils ont acheté des boissons alcoolisées et buvaient ostensiblement devant les caméras pour dire qu'ils ne sont même pas pratiquants. Et ce tournant a été le point de départ de l'incrimination de l'islam, et pour l'utiliser comme prétexte, le désigner comme bouc émissaire pour justifier l'abandon des idéaux de gauche et des promesses électorales qui consistaient à lutter contre les inégalités, à satisfaire pleinement les revendications de la classe ouvrière. Or, la gauche acceptera ce qu'on a appelé le tournant libéral, où elle a renoncé donc au socialisme pour se tourner vers l'Europe. Donc, la gauche a décidé de ne pas tenir ses promesses auxquelles croyaient beaucoup parmi les travailleurs maghrébins assez engagés. Et quand on a décidé en 1983 de parler de la marche des beurs, on avait à l'esprit ce précédent, c'est-à-dire donner une dimension identitaire à un phénomène qui n'en avait pas. Il y a un troisième événement, dans la même année 1983, c'est l'attentat du Drakkar, qui était le PC des paras français dépêchés au Liban par l'ONU. Il y a eu des attentats contre les GI américains et contre les paras français. Il y a eu beaucoup de morts. Et là, la France avait affaire à un mouvement islamiste déclaré. C'est la résistance, les Libanais l'appellent Muqawama al-Wataniya, qui est devenu le Hezbollah par la suite. Et c'est à partir de là, à partir de ces 3 événements, que l'islam était mis dans le collimateur à la moindre occasion et a été utilisé pour justifier les abandons, les promesses non tenues, le refus de traiter un problème d'essence sociale qui n'avait absolument rien de religieux. Et il faut le rappeler à chaque fois aux auteurs très engagés, aux idéologues qui publient sur ce qu'il est convenu d'appeler les territoires perdus de la République. En 1983, il n'y avait aucun territoire perdu. À la suite de l'alerte donnée par cette marche qui a duré plusieurs semaines, personne ne pouvait ignorer l'ampleur des problèmes sociaux d'intégration qu'il était possible de traiter par une politique volontariste. Or, en haut lieu, on a décidé de ne pas le faire. Et on actionnait les problèmes de l'islam pour dissimuler cet abandon. Mais dans le même temps, l'islam, au niveau ministériel,
relevait du ministère des Affaires sociales, ce qui était une excellente chose. C'était un membre du cabinet de Georgina Dufoy, une protestante très islamo-juste et amie des musulmans, qui voulait traiter ces problèmes, mais elle n'avait pas l'aval de tout le gouvernement socialiste de l'époque. Et elle avait dans son cabinet quelqu'un qui s'appelait Pierre Mutin, qui avait vécu en Algérie, où son père était professeur d'arabe. Et c'est lui qui allait voir la mosquée de Paris à l'époque, le Cheikh Al-Abbas, pour donner des recommandations d'ouverture de la société des Habous aux autres tendances de l'islam en France. Il y avait des conseils destinés à prévenir les conflits actuels entre les différentes nationalités d'origine des musulmans de France. Mais par la suite, après 1989, on a créé un poste de conseiller dans le cabinet du ministre de l'Intérieur chargé des cultes, et notamment de l'islam. Et c'est à partir de là, quand on a dessaisi les affaires sociales, qu'on s'est mis à essentialiser ces problèmes de l'islam et à passer sous silence le côté social qui ne cessait de s'aggraver, et on faisait des fixations que sur les courants radicaux qui font peur. Et on a vu émerger une catégorie de chercheurs qui, à partir des accusations fortuites et gratuites de chiisme et d'intégrisme à l'encontre des syndicalistes très laïcs, on a des équipes de recherche qui se sont attelées à donner raison à ces ministres, même si tout le monde savait qu'ils avaient tort. Et donc, on a commencé une recherche très bien subventionnée. Et quand il y a de bons financements, il faut satisfaire les payeurs. Les payeurs avaient besoin d'éléments de langage, d'arguments plus ou moins convaincants pour dire qu'il y a un péril islamique en France. Et c'est comme ça qu'on a eu toute une littérature qui arrondit par excès le nombre de musulmans jugés potentiellement dangereux. On trouve pêle-mêle, par exemple, le professeur Hamidullah, Malik Ben Nabi, comme étant des maîtres à penser de générations d'activistes. Je cite le livre qui est à l'origine de toute cette désinformation. Il y a des informations, on appelle ça mensonges dans le langage courant. Et ce sont ces politiques sécuritaires qui sont devenus hégémoniques dans la recherche sur l'islam à la faveur du déclin majestueux des études d'islamologie classique, que les chaires n'étaient pas renouvelées, et cela se passait au profit des politiques sécuritaires qui fournissent les médias et les hommes politiques en arguments plus ou moins savants destinés à faire croire à un complot musulman. Or, ces auteurs sont mobilisés pour nier toutes les théories complotistes, mais ils font croire qu'il y a un seul complot dans l'histoire, dans le monde, l'islam, et l'islamisme n'étant qu'un prétexte. Et c'est en raison de ces développements, le pouvoir politique décide de ne pas régler les problèmes sociaux. Il incrimine l'islam sans argument, et on a une catégorie de politistes de service qui se chargent de fournir des arguments plus ou moins convaincants. Et donc ça nous a menés jusqu'à la révolte des banlieues de 2005. 2005, on était en plein ramadan. On a des jeunes qui se sont mis à brûler les voitures dans les banlieues. Ça a commencé dans la banlieue parisienne et puis c'est parti dans la plupart des grandes villes. Et dès le début, on a essayé d'islamiser cette crise, mais très difficilement. Alors on a actionné une organisation islamique qui avait ses habitudes au ministère de l'Intérieur
Et elle a produit une fatwa disant que brûler les voitures, c'est pas bon. Or, la fatwa, c'est la définition, le sens étymologique, ça donne un avis religieux sur un problème ouvert. On ne sait pas si c'est haram ou si c'est halal. Or, brûler les voitures, tout le monde, toutes les concierges, nos grands-mères savent que c'est pas bon. Ben, ça se fait pas de brûler les voitures d'autrui. Or, par cette fatwa, on a donné à cette révolte, qui n'avait absolument rien d'islamique, une dimension islamique. Et quand ça n'a pas été convaincant, un député de 93, de Seine-Saint-Denis, a dit j'ai cru entendre à minuit un jeune crier Allahu Akbar au moment où il brûlait une voiture. Mais on n'a pas démontré que l'islam ou les jeunes musulmans pratiquants étaient impliqués. Et c'était une des tentatives de déplacer le problème et de désigner une fois de plus l'islam comme le principal responsable de tous les maux de cette société. Mais presque à la même période, il y a un livre qui reste très médiatisé, intitulé Les territoires perdus de la République. Il a été publié à peu près un an ou deux après, au moment de la révolte des banlieues, où il décrit une situation vraiment catastrophique. Et comme c'était un spécialiste de l'antisémitisme, il a mis l'accent sur le problème de l'école et il a dit que les professeurs dans les collèges et lycées de banlieue avaient affaire à une population scolaire antisémite, puisque la majorité était issue de familles musulmanes. Et pour preuve, il dit que quand il y a un cours sur la Shoah, les enfants protestent ou éclatent de rire. Et on a cru à ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que la chaîne parlementaire ait l'idée d'aller interviewer les enseignants qu'avait rencontré cet idéologue spécialiste de l'antisémitisme, qui a dit une fois à la radio « En tout musulman sommeille un antisémite ». Je ne sais pas qu'est-ce qui lui permet de dire ça, et ce qui montre qu'il est plutôt idéologue que scientifique ou historien. Bon, mais la LCP a été interroger les enseignants chargés de l'enseignement de la Shoah. C'est des profs d'histoire. Et on a une qui a très bien parlé, elle était, je crois, à Bondy. Elle a dit, effectivement, quand j'ai commencé la première séance sur la Shoah, j'ai eu des protestations de jeunes collégiens ou lycéens musulmans. Elle les a pris à part à la fin du cours. Elle leur a demandé des explications. Ils ont tous répondu pourquoi n'y a-t-il rien au programme sur les massacres et les méthodes barbares utilisées en Algérie, et notamment la torture. Or, jusqu'à maintenant, la torture n'est pas au programme. Ça a été refusé par le ministre de l'Éducation de Lionel Jospin au moment de l'affaire Ossarès, 2001 et 2002, qui s'appelait Jacques Lang, qui a dit « Niet, on ne change pas les programmes scolaires au motif qu'il ne faut pas communautariser l'école ». Mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir le président Bouteflika à El Mouradia en 2007 comme porte-parole de Ségolène Royal, qui était candidate à la présidente de la République. Et à la sortie d'El Mouradia, il a dit « La candidate socialiste est prête à modifier les programmes scolaires sur la guerre d'Algérie ». Donc tout est relatif. Les élections, la pêche aux voix, la recherche des financements occultes, ça fait faire des virages à 180 degrés. Mais malgré l'absence au programme de la torture, cet agrégé d'histoire a été se documenter et a parlé une demi-séance de la torture aux enfants d'origine algérienne ou musulmane. Elle a dit, ils ont écouté religieusement par la suite mon cours
sur la Shoah. Donc ce n'est pas un refus d'un enseignement sur la Shoah, c'est une protestation au sujet d'une inégalité, d'une discrimination. Il y a eu des carnages en Algérie, des massacres collectifs, et il est interdit d'en parler à l'école, et cette courageuse agrégée a eu la paix scolaire pendant 1 an, parce qu'elle a transgressé le programme, et elle a pu obtenir l'écoute de ses élèves qui ont eu le bac, etc., qui ne demandaient qu'à s'instruire. Mais ils réagissent à la discrimination et à l'inégalité. Et au moment de la révolte des banlieues de 2005, on avait une très bonne directrice ou présidente de l'EHESS, l'École des hautes études des sciences sociales, qui a réuni les états généraux des sciences sociales et qui a dit: cette révolte des banlieues est d'abord l'échec des sciences sociales. On a des enquêteurs, on a des budgets, des financements, des sociologues qui sillonnent les banlieues, mais ils n'ont rien vu venir, alors c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment que la recherche rattrape l'évolution du réel. Mais n'a pas été écoutée. Cette bonne directrice qui était spécialiste de sociologie des religions. Elle a dit: on a une sociologie de toutes les religions, sauf l'islam qui n'a droit qu'à une sociologie des mouvements radicaux. Il a droit à une sociologie des religions, l'étude du Mawlid par exemple, les célébrations sociales, religieuses. Non, on a l'hégémonie des politistes sécuritaires qui sont parfois cités par des présidentiables dans les débats du deuxième tour. Et ils croient avoir triomphé uniquement parce que leurs citations facilitent la pêche aux voix. Mais sur le plan scientifique, ils ne sont pas les plus méritants. Donc voilà les antécédents qui ont créé cette habitude de désigner un bouc émissaire à chaque fois que ça va mal, à chaque fois qu'on ne comprend pas ou qu'on ne cherche pas à comprendre ou qu'on refuse un traitement républicain des problèmes par un vrai volontarisme. Eh bien, on incrimine le pauvre islam, comme disait le professeur Hamidullah. Et il est très regrettable que certains imams aient consacré leur dernier prêche du vendredi à ce thème-là, où ces troubles qui sont tout à fait regrettables, les incendies de voitures dans d'autres villes de province, n'importe quel humaniste ou religieux se référant à la morale religieuse condamne ça sans embâche. On n'a pas besoin de consacrer une khotba à cela. Si on consacre une khotba, on donne raison aux gens qui veulent imiter Defer et Mauroy, qui en 82 avait incriminé l'islam et même les chiites, alors qu'il y a 0 chiite en France. Parmi les Turcs, il y a 0 chiite, parmi les Maghrébins aussi. Et donc, les maîtres à penser de tous ces commentateurs ou responsables politiques, c'est Mauroy et Defer. Mauroy était un homme respectable, Defer était un peu... il allait trop vite en besogne. Et c'est cette habitude qui est à l'origine de ce renversement, ce déplacement du débat, où on a la victime qui est musulmane, mais depuis ces derniers jours, c'est l'islam qui est coupable. Et on a eu ce glissement, donc, pour céder à cette accoutumance qui consiste, quand ça va mal, à désigner l'islam comme coupable, y compris quand il n'y est pour rien. Et le problème devient islamo-musulman quand on a des imams qui ne sont pas d'habitude des imams de service, mais parce qu'ils sont habitués au dialogue avec les autorités locales ou nationales, ils veulent plaire pour continuer à siéger dans les nouvelles instances après la cessation des activités du CFCM. Et donc, ils méritent d'être interpellés poliment, mais au nom de la raison, de l'islam, du Coran. Pourquoi mettre de l'huile sur le feu et ajouter un argument fallacieux à cette tentative d'islamisation d'une crise qui n'a absolument rien d'islamique. Et nous espérons de la part de nos imams un peu plus de discernement, un peu plus de prudence
Et leur rôle, c'est d'éduquer, c'est de faire de la prévention. Et toutes les études ont montré que la violence, le terrorisme viennent très très rarement des mosquées. Ça prouve que ces imams ont un rôle éducatif, positif. Il faut qu'ils continuent, mais il faut qu'ils résistent à la tentation de servir de musulmans de service et voler ainsi au secours des gens qui renoncent à argumenter, renoncent à avoir une politique audacieuse. Le président Macron a reconnu dans son discours des Mureaux du début octobre 2020, il a dit cette situation critique est le résultat de nos lâchetés passées. Macron est un des rares politiques à accepter un examen de conscience et une autocritique. Et quand il a parlé du rôle des parents, il a tout à fait raison. Et la famille d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était il y a quelques décennies auparavant. Mais les musulmans sont les moins concernés par cette objection, puisque la famille musulmane a résisté à la sécularisation, à l'intégration et à la laïcisation. On a les musulmans citoyens depuis 3 générations, mais qui sont très familles, comme on dit. Et donc, il est tout à fait naturel de leur demander d'éduquer encore plus leurs enfants pour leur éviter la délinquance et prévenir ce genre d'incidents regrettables. Mais ça ne s'intéresse pas particulièrement aux musulmans. Le relâchement de la famille et le fait d'une trop grande laïcisation, de l'esprit de mai 68 qui fait de l'individu, l'idéologie de l'individu roi. Or, mai 68 est remis en cause par les gens qui veulent revenir à un meilleur équilibre entre l'individu et la société. Et s'il y a un apport vraiment des familles immigrées les plus modestes, c'est dans ce domaine-là où la famille est restée quelque chose de réel qui joue son rôle. Les familles ne sont pas éclatées, ce n'est plus la famille élargie traditionnelle, c'est la famille nucléaire, mais les relations parents-enfants, frères et sœurs, entre frères restent assez solides. Et donc c'est une objection qui ne s'adresse pas particulièrement aux musulmans. Et nos imams devraient y penser la prochaine fois avant de foncer tête baissée pour servir de faire valoir et de voler au secours des gens qui manquent d'arguments. Donc voilà cette situation très critique qui voit à la France des critiques venant de l'extérieur, y compris de gens qui ne sont pas les mieux placés pour donner des leçons. C'est l'occasion d'étudier l'événement, mais à travers l'histoire. L'événement et l'histoire, dans ce cas-là, ça nous oblige à remonter à 1982, ça oblige à une démystification, et ça conduit à introduire un peu de raison dans les passions ambiantes. Et à chaque fois qu'il y a un débat sur l'islam, c'est le déchaînement des passions. Et nous sommes dans le pays de Descartes, le pays qui avait la plus grande institution éducative dans le monde, qui était performante. On espère que les musulmans tirent profit de ce prestige de l'école française pour avoir l'argumentation qui permet à l'avenir d'introduire le maximum de raison dans les passions qui se déchaînent à chaque fois qu'il s'agit d'islam. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut dire, et on reprendra un autre thème où on pourra relier l'événement à l'histoire la prochaine fois.